Aït Iwaji a été humilié physiquement et moralement, terrorisé, asservi comme 1 million de Ouïghours selon les chiffres de l'ONU et de diverses ONG. Sans les appels à l'aide et le soutien indéfectible de sa fille Gulmar, elle ne serait sans doute pas là ce soir. Bonsoir Gulbar Aït Iwaji. Bonsoir. Nous sommes émus de vous voir ici sur le plateau de 28 minutes en compagnie de Gulmar, votre fille, car elle était venue ici il y a 2 ans évoquer votre disparition dans un camp de rétention de Ouïghours en Chine, et elle nous avait dit « Je ne suis pas sûre de revoir jamais ma mère ». Vous faites paraître, Gulbar Aït Iwaji, ce témoignage dans le goulag chinois. Vous avez passé plusieurs mois, 2 ans et plusieurs mois. Je voudrais vous poser une question tout de même, parce que vous avez de la famille encore au Xinjiang, vous avez une très vieille maman et 2 sœurs. Vous témoignez sous votre propre nom. Vous racontez à quel point il s'agit d'une assimilation culturelle et d'une épuration ethnique, un génocide, pourrait-on dire, à l'encontre des Ouïghours. N'avez-vous pas peur de rétorsion vis-à-vis de votre famille? Je n'ai jamais milité de ma vie. Je n'ai rien fait, mais on m'a condamné à 3 années de prison. Et oui, je m'inquiète encore pour ma famille là-bas. Vous n'avez peur de rien et on a volé 3 ans de votre liberté. On va en reparler avec vous deux, mais d'abord votre portrait réalisé à toutes les deux, bien sûr, réalisé par Gaël Legras. Regardez. Un appel, un camp, une lutte, c'est la règle de 3 de Gulbar et Gulumar Aït Iwaji. En novembre 2016, Gulbar Aït Iwaji reçoit un appel téléphonique d'un ancien employeur qui lui demande de venir au Xinjiang pour signer des papiers. Ouïghour de nationalité chinoise, elle vit alors en France depuis 10 ans. Et même si elle a un mauvais pressentiment au moment de prendre l'avion, elle ne se doute pas une seule seconde de ce qui l'attend. Dès qu'elle arrive à Karamay, au nord du Xinjiang, elle est arrêtée et accusée de terrorisme. On me présente une photo de ma fille prise lors d'une manifestation de Ouïghours à Paris. La police lui confisque son passeport, puis elle est jetée en prison où elle reste 4 mois avec 30 autres femmes, dans une petite cellule allumée nuit et jour, chaîne aux pieds, vêtue d'un mince uniforme par moins 30 degrés. En avril 2017, pendant 20 jours, elle est même attachée au barreau d'un lit et doit faire ses besoins dans un seau. En juin 2017, Gulbar Aït Iwaji est transférée dans un camp dit de rééducation. 11 heures par jour, les gardiennes tentent de l'endoctriner. Histoire chinoise, chants patriotiques, slogans répétés à l'infini. Merci au pays, merci au Parti communiste, merci à Xi Jinping. Comme toutes ces co-détenues, Gulbar reçoit également des injections destinées à stériliser les femmes ouïghours. On accepte tout, si on se rebelle, on peut nous ramener à la maison d'arrêt ou nous mettre à l'isolement. En novembre 2018, lors d'un simulacre de procès qui dure 9 minutes, elle est condamnée à 7 ans d'incarcération puis transférée dans une autre prison. Pendant qu'elle vit l'enfer en Chine, depuis la France, sa fille Gulumar lutte pour sa libération. La jeune femme contacte le ministère des Affaires étrangères, rédige une pétition qu'elle adresse à Emmanuel Macron et exprime sa vive inquiétude dans les médias. Je pense vraiment que la Chine est en train de nous exterminer. Ma mère ne... Je sais même pas si je vais la revoir. En août 2019, Gulbar Aït Iwaji est libérée. Dans son livre, elle écrit « Ces choses innommables, tous ces gens réduits à moins que des hommes, moins que des femmes, sous la violente décharge de la répression. Comment pourrais-je un jour les oublier ?» Et elles sont réunies, Gulbar et Gulumar, réunies après cet emprisonnement dans ces camps de Ouïghours. Je voulais vous poser une question. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez su, Gulmar, que votre maman qu'on avait montré à votre maman une photo de vous à Paris, dans une manifestation de soutien aux Ouïghours, une manifestation qui n'avait évidemment rien d'un rassemblement de terroristes ou ni même en vérité de militants. Avez-vous vécu un sentiment de culpabilité? Qu'avez-vous ressenti? On lui a montré cette photo dès le premier interrogatoire, dès son arrivée en Chine. Et quand elle m'a appelée pour ça, j'ai été très très inquiète. Dès le début, elle m'a engueulée au téléphone. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'ai compris que là, pendant son voyage, cette fois-ci, elle n'était pas juste, elle faisait pas partie d'un groupe qui se faisait contrôler juste son passeport. Ça allait aller plus loin. Et ça a été plus loin. On vous a traité de terroriste lors des interrogatoires? Sauvage. On m'a montré une photo de ma fille avec un drapeau du Turkestan oriental, la région autonome ouïghour du Xinjiang, lors d'une manifestation à Paris. On m'a également reproché d'avoir un mari terroriste, en plus d'une fille terroriste.
Des conditions de détention où vous vous retrouviez souvent avec des chaînes autour des pieds, des brouets avec quasiment pas de légumes dedans, et surtout quelque chose d'insupportable à vivre, le lavage de cerveau permanent. Nous n'avions pas le droit de parler dans notre propre langue. Nous étions surveillés par des caméras installées partout. L'autorité chinoise faisait tout ce qu'elle pouvait pour effacer nos traditions, pour nous effacer. Les Chinois se livrent à une politique d'assimilation forcée des Ouïghours. C'est une assimilation culturelle permanente. Vous n'iriez pas jusqu'au génocide, puisque les femmes, dont votre mère, et toutes ces autres femmes, ont été ou sont en cours de stérilisation. Alors on leur dit on vous vaccine contre la grippe. Ça rencontre la définition du génocide a posteriori, de vouloir stériliser des femmes pour faire disparaître petit à petit, silencieusement, une ethnie donnée. Ma mère tient vraiment à avoir un discours sur son propre témoignage. Elle veut pas... de discours politique. Voilà, exactement. Et moi, avec plus de recul, je pense qu'effectivement, il y a un vrai génocide et pas que culturel qui est en train d'avoir lieu. Avec les stérilisations, effectivement, et ces mariages interethniques, on essaie de faire disparaître les Ouïghours. Oui. Claude. Gulbar, votre famille, votre fille militait pour vous en France, mais en même temps, pour être libérée, vous avez dû mentir. Vous avez dû faire des aveux, vous avez dû mentir à votre famille, que vous pouviez appeler en France, en disant de ne plus militer. Est-ce que vous êtes senti humilié ou est-ce que vous saviez que vous deviez en passer par là et que même si vous mentiez, ces gens-là n'auraient jamais votre âme? Après avoir été libérée du camp de concentration, on m'a installée dans un appartement où j'étais surveillée afin de reprendre du poids. Je ne pouvais pas dire la vérité à ma famille. Je disais que j'étais seule. Mais en fait, 3 policiers et 8 femmes policières me surveillaient. 11 personnes au total. Je n'aimais pas devoir mentir à ma famille en France par téléphone. Au bout d'un moment, j'ai craqué. J'ai dit aux policiers que je ne voulais plus les appeler. À ce moment-là, ils ont eu peur, car ils ont des comptes à rendre à leurs supérieurs. Je me sens aujourd'hui toujours coupable d'avoir menti à ma famille. Est-ce qu'on peut évoquer avec vous deux et avec Nadia la question de l'attitude de l'Occident et par exemple de l'Europe et puis d'un pays qui n'est plus dans l'Europe depuis quelque temps, qui s'appelle le Royaume-Uni, oui. La Grande-Bretagne. Enfin, une réaction forte et ferme, c'était la semaine dernière. Honteux, révoltant, choquant, ce sont donc les mots qui ont été employés par le gouvernement britannique pour décrire le sort des Ouïghours. Il a dénoncé également la barbarie du régime chinois. Surtout, et pour une fois, les paroles vont être suivies d'actes, puisque toutes les importations qui sont liées au travail forcé des Ouïghours, dont on a beaucoup parlé ici, vont être bannies dans les prochaines semaines. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de produits issus de ce travail forcé dans les rayons des supermarchés. Londres a également réclamé une enquête des Nations Unies sur place. Et il faut noter, enfin, on en parlait, que la stérilisation forcée, pour la première fois, ça a été évoqué dans une prise de parole politique. Est-ce que vous en espérez autant du reste de l'Europe, c'est-à-dire une condamnation, enfin, unanime et forte, encore une fois? Tout à fait. À commencer par la France, parce que je pense que la France, avec le témoignage enfin, la campagne médiatique que j'ai menée et ces autres témoignages, il y a d'autres rescapés en qui France. Parlent et qui racontent. Je pense que la France devrait se sentir concernée en premier. Je trouve ça assez honteux. Vous êtes déçu de l'attitude de la France? Qui vous a pourtant... Qui a été une aide. Donc oui. Vous êtes ambivalente parce que c'est grâce au ministère des Affaires étrangères. Moi, mon but n'est pas juste de sauver ma mère. Votre but est de sauver toute la communauté. Oui, et que c'est camp ferme. Vous pensez que le peuple ouïghour disparaîtra et qu'il n'en restera que des souvenirs, des gens comme vous, des livres? Ou est-ce qu'il y a une chance de maintenir les Ouïghours là où ils sont en Chine? Ils ne disparaîtront pas comme ça, aussi facilement. Gulbar Atiwaji, une dernière question. Lorsque vous avez été piégé par votre ancien employeur qui vous a fait venir au Xinjiang sous prétexte de signer des papiers, vous n'aviez pas, contrairement au reste de votre famille, la nationalité française. Vous aviez donc des papiers chinois, un passeport chinois. Avez-vous fait une demande depuis votre libération et votre retour en France pour avoir la nationalité française?
Ma demande est en cours, oui. Merci Gulbar Aïtiwaji, merci Gulmar d'être venu enfin avec votre maman sur le plateau de 28 minutes. Et pour tous nos téléspectateurs aux éditions des Équateurs, ce témoignage d'une rescapée du goulag chinois. Merci infiniment.